En rêve, Curanès contempla la cité dans la vallée. La côte s'étendant derrière le pic neigeux qui domine la mer, et les galères aux peintures gaies qui sortent du port pour aller dans les régions éloignées où le ciel et la mer se rejoignent. Ce fut également en rêve qu'il porta ce nom de Curanès, car lorsqu'il s'éveilla, il constata qu'on l'appelait autrement. Peut-être était-ce pour lui chose naturelle que de rêver d'un nouveau nom, car comme il était le dernier-né de sa famille, et seul parmi les millions d'habitants indifférents de Londres, rares étaient ceux qui lui parlaient pour lui rappeler qui il avait été. Il avait perdu ses terres et son argent, et n'aimait pas beaucoup les manières des gens qui l'entouraient. Il préférait rêver et transcrire ses rêves. Ceux à qui il montrait ses écrits se moquaient de lui, si bien qu'il les garda pour lui seul, et finalement cessa d'écrire. Plus il s'éloignait du monde qui l'entourait, et plus ses rêves devenaient merveilleux. Il aurait été vain d'essayer de les coucher sur le papier. Curanès n'était pas moderne, il ne pensait pas de la même façon que ceux qui écrivent. Tandis que ceux-ci s'efforcent de dépouiller la vie des voiles brodées du mythe qui l'entoure, montrant dans sa laideur cette tristesse qu'est la réalité, Curanès recherchait uniquement la beauté. Quand la vérité et l'expérience n'eurent pas réussi à la lui révéler, il la chercha dans l'imagination et dans l'illusion, et la trouva à sa porte même, parmi les souvenirs nébuleux des contes et des rêves de son enfance. Enfants, nous écoutons et nous rêvons. Nous avons des pensées à moitié formées, et quand, une fois adultes, nous essayons de les faire revivre en notre mémoire, le poison prosaïque de la vie ternit ces visions. Mais certains d'entre nous s'éveillent la nuit avec d'étranges fantasmes de collines et de jardins enchantés, de fontaines qui clapotent dans le soleil, de falaises dorées qui surplombent des mers calmes, de plaines qui s'étendent jusqu'aux pieds de cités endormies et de légions de héros qui galopent sur des chevaux blancs caparaçonnés au bord de forêts épaisses. Alors, nous savons que nous sommes retournés en arrière par des portes d'ivoire dans ce monde merveilleux qui était le nôtre avant l'âge de raison, qui est celui de la tristesse. Curanès revint très brusquement dans l'univers de son enfance. Il avait revu la maison où il était né, la vaste demeure de pierre couverte de lierre, où 13 générations de ses ancêtres avaient vécu et où il avait espéré mourir. Le clair de lune resplendissait, et il était sorti dans la nuit d'été parfumée. Il avait traversé les jardins, descendu les terrasses, longé l'allée de chênes du parc et marché sur la longue route blanche qui mène au village. Celui-ci semblait ancien. Curanès se demanda si les toits pointus des petites maisons cachaient le sommeil ou la mort. Dans les rues, une herbe haute poussait. De chaque côté, les vitres aux fenêtres étaient brisées. Curanès ne s'était pas attardé. Comme poussé vers un but, il avait poursuivi son chemin, puis il avait été attiré dans une ruelle qui montait aux falaises et était arrivé, enfin, au précipice, où le village et le monde entier tombaient à pic dans le vide sans écho de l'infini. Là où même le ciel était vide, sans lune et sans étoiles. La foi l'avait poussé à continuer au-dessus du précipice et dans le gouffre, où il était descendu en flottant. Il avait contemplé des rêves sombres et sans forme, des sphères vaguement éclairées qui pouvaient être des rêves à moitié rêvés, des choses ailées qui riaient et qui semblaient se moquer de tous les rêveurs de l'univers. Puis une déchirure sembla s'ouvrir dans l'obscurité devant lui, et il revit au loin la cité dans la vallée, radieuse et étincelante au-dessous de lui, avec la mer et le ciel à l'arrière-plan, et une montagne au sommet neigeux près du rivage.
Curanès se réveilla à ce moment précis. Mais il savait déjà que ce qu'il avait vu n'était autre chose que Séléphaïs, dans la vallée de Hoot-Nargaï, de l'autre côté des collines de Tanari, où son esprit était demeuré l'éternité d'une heure par un après-midi d'été, il y avait bien longtemps, quand il s'était éloigné de sa nurse, laissant la chaude brise marine le bercer et l'endormir. Il avait alors protesté quand on l'avait retrouvé, réveillé et reconduit à la maison, car au moment où on l'avait réveillé, il était sur le point de s'embarquer sur une galère dorée vers ces régions attirantes où le ciel et la mer se rencontrent. Et à présent, il était également furieux de s'éveiller, car il avait retrouvé sa fabuleuse cité après 40 pénibles années. 3 nuits plus tard, Curanès revint à Séléphaïs. Comme la fois précédente, il rêva d'abord du village endormi ou mort et de l'abîme dans lequel on doit flotter en silence. Puis la déchirure s'ouvrit de nouveau. Il aperçut les minarets scintillants de la cité, il vit les gracieuses galères à l'ancre dans le port bleu, observa les arbres ginkgo sur le mont Haran, qui frémissaient sous la brise marine. Mais cette fois-ci, il ne fut pas arraché à cette vision, et comme s'il avait des ailes, il se posa doucement sur une colline herbeuse. Il était vraiment revenu dans la vallée de Hoot-Nargaï et dans la splendide cité de Séléphaïs. Au pied de la colline, parmi les herbes parfumées et les fleurs éclatantes, Curanès marcha. Il franchit le Naraxa tortueux sur un petit pont de bois où il avait gravé son nom bien des années auparavant, traversa le bosquet jusqu'au grand pont de pierre à l'entrée de la cité. Rien n'avait vieilli. Les murs de marbre n'étaient pas décolorés, et les statues de bronze polies n'étaient pas ternies, jusqu'aux sentinelles sur les remparts, qui étaient les mêmes, aussi jeunes qu'auparavant. Quand il pénétra dans la cité, passa les portes de bronze et marcha sur les pavés d'onyx, les marchands et les chameliers le saluèrent, comme s'il n'était jamais parti, et ce fut la même chose au temple de turquoise de Nahatortat, où les prêtres aux guirlandes d'orchidées lui déclarèrent que le temps n'existait pas à Hoot-Nargaï et que la jeunesse y était éternelle. Puis Curanès prit la rue des Colonnes pour aller à la muraille, près de la mer, où se rassemblent commerçants, marins, hommes étranges venus des contrées où la mer et le ciel se rencontrent. Il resta là longtemps, contemplant le port coloré, où les vagues scintillaient sous un soleil inconnu, et où les galères venues de loin voguaient sur l'eau. Et il contempla aussi le mont Haran, qui s'élevait majestueusement au-dessus de l'océan, avec ses pentes vertes d'arbres et son blanc sommet touchant le ciel. Plus que jamais, Curanès désirait partir sur une galère vers ces endroits lointains dont il avait entendu tant de contes étranges. Il se remit à chercher le capitaine qui avait accepté de l'emmener autrefois. Il trouva l'homme, Atib, assis sur le même coffre d'épices. Ensemble, ils ramèrent jusqu'à une galère du port, et, après avoir donné des ordres aux marins, commencèrent à s'éloigner sur la mer houleuse qui conduit au ciel. Plusieurs jours, ils voguèrent au gré des flots, jusqu'à ce que finalement ils arrivassent là où la mer et la terre se rencontrent. La galère ne s'arrêta pas, mais se mit à flotter aisément dans le bleu du ciel, parmi les nuages laineux teintés de rose. Et loin au-dessous de la quille, Curanès pouvait voir des pays étranges, des rivières et des cités d'une beauté extraordinaire, qui s'étendaient indolemment sous le soleil. Enfin, Atib lui dit que leur voyage approchait de son terme, et qu'ils entreraient bientôt dans le port de Séranian, la cité de marbre rose des nuages, sur la côte éthérée où le vent de l'ouest se mêle au ciel. Mais au moment où les plus hautes tours sculptées de la cité lui apparaissaient, il y eut un bruit dans l'espace, et Curanès s'éveilla dans sa mansarde de Londres. Pendant plusieurs mois, après cela,
Curanès chercha en vain à retrouver Séléphais et ses galères qui voguaient vers le ciel. Personne dans ses rêves ne fut capable de lui indiquer le chemin de Oth Nargai, de l'autre côté des collines de Tanari. Une nuit, il vola au-dessus des montagnes sombres où brillaient des feux de camps isolés, très éloignés les uns des autres, et où l'on voyait d'étranges troupeaux dont les chefs portaient des clochettes. Dans la partie la plus sauvage de cette contrée inconnue, il découvrit un vieux mur de pierre qui zigzaguait sur les crêtes et les vallées, trop gigantesque pour avoir été construit par des mains humaines, et si long qu'on ne pouvait en apercevoir la fin. Au-delà de cette muraille, dans l'aube grise, il parvint dans une contrée de jardins. Au lever du soleil, il y découvrit une telle splendeur de fleurs rouges et blanches, de feuillages et de pelouses verts, d'allées blanches, de ruisseaux de diamants, de lacs, de saphirs, de ponts sculptés et de pagodes aux toits rouges, que dans son plaisir il en oublia Séléphais. Une autre nuit, Curanès grimpa un escalier de pierre humide en spirale et parvint à la fenêtre d'une tour qui dominait une vaste plaine et une rivière éclairée par la lune. Dans la cité silencieuse qui s'étendait au bord de la rivière, il eut l'impression de contempler un paysage déjà connu. Il serait descendu pour demander la route de Oth Nargai, si une aurore inquiétante n'avait pas surgi d'un endroit éloigné au-delà de l'horizon, révélant la ruine et la vieillesse de la cité, la stagnation de la rivière pleine de roseaux et la mort qui régnait sur ce pays depuis que le roi Akiranatolis était revenu de ses conquêtes pour subir chez lui la vengeance des dieux. C'est ainsi que Curanès chercha en vain la merveilleuse cité de Séléphais et ses galères qui voguent dans le ciel vers Séraniane. Il vit beaucoup de merveilles, et une fois il échappa de justesse au grand prêtre, qu'on ne peut décrire, qui porte un masque de soie jaune sur son visage et vit seul dans un monastère de pierre préhistorique sur le plateau désertique et glacé de Leng. Avec le temps, il ne put plus supporter les mornes intervalles du jour et se mit à acheter des drogues pour augmenter ses périodes de sommeil. Le haschisch l'aida beaucoup et l'envoya une fois dans une partie de l'espace où la forme n'existe pas. Un gaz de couleur violette lui dit que cette partie de l'espace se situait par-delà l'infini. Le gaz n'avait pas entendu parler de planètes ni d'organismes auparavant, mais il identifia Curanès comme provenant simplement de l'infini où la matière, l'énergie et la gravitation existent. Curanès était maintenant impatient de retrouver Séléphais et ses minarets et augmentait ses doses de drogue.
vint un jour où il se trouva à court d'argent. Puis, par une journée d'été, il fut renvoyé de sa mansarde et erra sans but dans les rues. Il aboutit à un lieu où les maisons deviennent de plus en plus minces, et c'est là que l'accomplissement se produisit, et qu'il rencontra le cortège venu de Séléphais pour l'y conduire définitivement. C'étaient de beaux cavaliers, montés sur des chevaux rouants, revêtus d'armures étincelantes, avec des tabards tissés d'or aux blasons étranges. Ils étaient si nombreux que Curanès les prit pour une armée, mais on les avait envoyés en son honneur, puisque c'était lui qui avait créé Oth Nargai dans ses rêves. Il allait maintenant être nommé son dieu régnant pour toujours. Ils lui donnèrent un cheval et le mirent à la tête de la cavalcade, et tous galopèrent majestueusement à travers les plaines de Sureil et jusqu'à la région où Curanès et ses ancêtres avaient vu le jour. C'était très étrange, mais les cavaliers semblaient remonter le temps au cours de leur galop. Quand il fit sombre, ils voyagèrent plus rapidement, jusqu'à ce qu'ils eussent l'impression de voler. À l'aube incertaine, ils arrivèrent dans un village que Curanès avait vu vivant dans son enfance et mort ou endormi dans ses rêves. Il était vivant, et les villageois matinaux firent la révérence quand les cavaliers paradèrent dans la rue et tournèrent dans la ruelle qui se termine dans l'abîme des rêves. Curanès n'avait pénétré dans cet abîme que la nuit, et il se demanda à quoi il ressemblerait le jour. C'est pourquoi il attendait anxieusement d'approcher du bord. Juste au moment où il arrivait au bord du précipice, une lueur dorée surgit de l'ouest et enveloppa tout le paysage de vapeurs éclatantes. L'abîme était un chaos bouillonnant de splendeurs rosées et azurées, et des voix invisibles chantèrent avec exultation, tandis que la suite des cavaliers plongeait dans le vide et flottait gracieusement en dépassant des nuées brillantes. Les cavaliers flottèrent à l'infini, leurs montures galopant dans les terres comme sur des sables d'or. Les vapeurs lumineuses s'entr'ouvrirent alors pour révéler une clarté plus lumineuse, la clarté de la cité de Séléphais et de la côte qui s'étend derrière elle, du pic neigeux qui domine la mer et des galères aux peintures gaies qui sortent du port et qui partent vers les régions éloignées où le ciel et la mer se rencontrent. Et Curanès régna ensuite sur Oth Nargai. Il y règne encore, et il y régnera toujours, même si au pied des falaises d'Innsmouth, le ressac joue avec le corps d'un vagabond qui a traversé le village désert à l'aube, joue avec le corps et le jette sur les rochers au pied de la tour Trévor recouverte de lierre, où un brasseur millionnaire particulièrement déplaisant jouit des biens d'une noble famille à présent éteinte.